bonjour à tout le monde, bonjour à tous les intéressés par cet espace de rencontre et de dialogue avec les philosophes et les académiciens du monde entier. Je tiens à remercier Jean-Louis Fabiani d'avoir accepté ma proposition de nous donner une conférence dans cet espace. Et je lui laisse immédiatement la parole. Il va nous parler pendant 1 heure. Et nous aurons après peut-être 1 heure, ça dépend des questions qui seront adressées à Monsieur Jean-Louis Papiani, 1 heure pour discuter avec lui et pourquoi pas faire aussi des ajouts ou des remarques sur les idées qu'il va déployer dans sa conférence. Alors, le titre de la conférence de Jean-Louis Fabiani aujourd'hui, c'est le discours philosophique. On peut le prendre comme aussi titre du dernier livre, enfin du livre qui vient de paraître de Michel Foucault, ou de façon générale, le discours philosophique. On peut le prendre comme titre ou comme discours, enfin, comme thème. Le discours philosophique de Michel Foucault, retour à la philosophia perennis. Je ne sais pas si mon latin est bon, aujourd'hui, ou bien Oui, c'est parfait. une question. C'est une question, justement, c'est le retour à la philosophie pérenne ou éternelle. C'est une question. Donc, je vous laisse, Jean-Louis Fabiani, la parole. Eh Et bien, merci, voilà. cher collègue, professeur Mlika. Je suis évidemment très honoré d'être avec vous aujourd'hui. Alors, je suis sociologue, je le confesse, mais pas philosophe, mais en même temps, j'ai eu une formation de philosophe et toute ma vie, alors j'ai fait de la sociologie empirique aussi, mais toute ma vie, je me suis posé la question qui est la suivante: comment faire de l'histoire sociologique ou culturelle de la philosophie qui donne autre chose, quelque chose comme un supplément, une autre approche par rapport à ce qu'on peut appeler l'histoire philosophique de la philosophie, comme en parlait le philosophe Paul Ricoeur. Je me souviens, j'avais été invité en Bulgarie à Sofia pour lui donner, si j'ose dire, la réplique. Pour Paul Ricoeur, l'histoire de la philosophie ne pouvait être que philosophique. Et donc, j'avais proposé des alternatives. Donc, c'est dans cet espace épistémologique, disons, d'un regard extérieur sur la philosophie, mais qui suppose quand même qu'on ait analysé ces concepts, que je vais intervenir. Alors en fait, oui, je vais parler de ce livre qui est paru récemment en France dans la prestigieuse collection de Gallimard-Seuil Hautes Études, qui a publié la plupart de ses textes posthumes de Foucault et très souvent des cours. Donc, les cours du Collège de France, mais aussi, pour la première fois, les cours de Tunis. Ce cours est un cours professé à Tunis pendant l'été 66, et donc Foucault a décidé de ne pas publier ce cours, mais c'est le cas aussi de nombreux cours qui ont été publiés euh, pendant une vingtaine d'années par la même collection Hautes Études Gallimard-Seuil. Donc on peut considérer qu'il s'agit là d'un cours euh, que Foucault avait décidé de ne pas publier, mais au fond qu'il n'a ni détruit ni renié. Et donc, au fil de ma présentation, je vais essayer de voir qu'est-ce qui fait, disons, le caractère unique, mais aussi la complexité de ce texte par rapport à deux grands textes qui l'encadrent et qui sont des textes historico-épistémologiques de Foucault, qui sont bien entendu Les mots et les choses, qui beaucoup plus que son Histoire de la folie, paru en 61, qui était sa thèse, ont marqué, disons, le public philosophique. C'est Les mots et les choses en 66, et l'archéologie du savoir
à l'automne 69. Et donc, nous sommes en été 1966 et Foucault rédige un cours, alors qui a la forme d'un livre, évidemment. Il y a des notes, c'est un cours extrêmement écrit, mais en tout cas, c'est un cours qu'il a professé devant des étudiants tunisiens. Et donc, le travail que je vous présente pour la première fois est un travail en cours. Donc, ce que je dis aujourd'hui sera amélioré, approfondi, j'espère, avec les questions qui me seront posées. C'est un peu un banc d'essai dont je profite de la part de la revue et de son séminaire pour essayer d'avancer plus, et j'espère avec votre aide. Alors, ma, j'ai été honoré d'avoir l'invitation du professeur Mlika et je suis aussi maintenant obligé d'affronter devant vous un texte qui a été fait l'objet d'un admirable travail d'édition par Orazio Herrera et Daniel et Lorenzini, qui sont deux chercheurs italiens de très haut niveau. Et pour moi, ce texte demeure en partie une énigme. Alors vous direz peut-être tous les textes philosophiques d'une grande densité de, gardent un caractère en partie énigmatique. Et je vais essayer, disons, à la fois de présenter le travail de Foucault et simultanément de vous parler des problèmes qu'il pose à ce que je fais moi-même comme travail, qui est un travail, disons, de sociologie historique de la production intellectuelle, hein, et particulièrement de la philosophie. Bon, quand j'ai commencé à, à faire de la sociologie, après avoir fait des études de sociaux et un DEA de philosophie sur Rousseau et ses projets de constitution, j'ai voulu, disons, le terme d'objectivation qu'on vient ici, d'objectiver au fond ce que on appelle l'institution philosophique. Et justement, avant que l'on pose, comme on l'a fait depuis les années 80, disons, les questions, au fond, comment s'établit un canon philosophique? Qu'est-ce qui fait qu'une petite partie de la production devient canonique et fait l'objet, disons, d'une institutionnalisation? C'était ma question inaugurale dans les philosophes de la République. Comment est-ce que on en est venu à construire, disons, ce qu'on peut continuer d'appeler la philosophie occidentale? Et justement, ce terme est utilisé constamment par Foucault dans son livre, ce qui constitue d'ailleurs un problème dont je parlerai. Alors, Foucault aime bien parler de bord extérieur, hein, c'est une métaphore qu'il utilise, et donc je me situe moi-même au bord extérieur de cette discipline qu'est la philosophie, puisque j'en suis un lecteur, sinon un praticien actif, que j'admire évidemment la philosophie dans sa diversité, et que je considère comme tous les universitaires d'aujourd'hui, quelle que soit leur position géographique dans le monde, que effectivement, disons, ce qu'on appelle philosophie ou métaphysique occidentale n'est qu'une toute petite partie de l'histoire de la pensée, puisque, comme vous le savez, au Collège de France, Foucault était titulaire de la chaire Histoire des systèmes de pensée. Et c'est un peu, au fond, en pensant à lui, que j'ai développé, disons, mon travail de ce que j'ai appelé la sociologie des configurations intellectuelles. Et configuration est un terme qui renvoie au sociologue Norbert Elias, bien sûr, mais aussi à Michel Foucault.
Donc, vous me ferez, disons, l'aumône d'accepter que un non-philosophe ou un non-producteur de philosophie parle de philosophie. J'essaierai de m'en justifier au cours de ma progression. Alors, vous savez que un de nos maîtres en sociologie classique, c'était Max Weber, le sociologue allemand, et comme il avait fait, disons, de la sociologie compréhensive sa bannière, il disait toujours, il n'est pas besoin d'être César pour comprendre César. Alors, c'est une maxime qui est aujourd'hui contestée, hein, depuis justement, dans ce mouvement de grand décentrement de ce que l'historien indien Dinesh Chakrabarty appelle la provincialisation de l'Europe. Aujourd'hui, cette question se pose de manière crue, c'est-à-dire peut-on comprendre César sans l'être, dans la mesure où, comme l'a dit la sociologue, historienne des sciences, féministe Donna Haraway, aux États-Unis, donc tout savoir est nécessairement situé. Mais ça, nous le savions quand même assez grandement, sauf que comment dire, nous n'en parlions pas beaucoup, disons, dans nos discours, et nous tenions pour évident qu'un socle, ce que j'ai appelé un programme, dans mon premier livre qui a maintenant 36 ans, Les philosophes de la République, qui, très largement, j'avais été influencé par Foucault, au fond, est à la fois le déterminant et l'horizon de tous nos discours. Alors, pour prévenir toute erreur, je crois, je pense que Foucault a eu une fortune extraordinaire. Il a été admiré, puis critiqué de manière assez intéressante par Edward Said, par exemple. Donc, il a eu une postérité dans divers domaines qui est époustouflante, disons. Mais moi, je ne l'ai jamais pris pour un sociologue, même si j'ai utilisé un certain nombre de ces concepts. Je parlais de configuration dans mon propre travail. Donc, pour éviter tout malentendu, je commence par dire que, à la différence de beaucoup de mes collègues, je ne produis pas une sociologie foucaldienne, tout simplement parce que Foucault nous a toujours dit, et il faut l'écouter, que il est très loin de la sociologie. Même si, bon, j'en ai parlé dans certains textes publiés dans des revues qui sont, disons, à lectorat limité, Foucault connaissait admirablement bien Max Weber et qu'il le situait très bien dans l'histoire de la pensée post-hegelienne. C'est pas le cas de tout le monde et j'ai une grande admiration pour un sociologue qui nous a quittés il y a quelques années et qui était un ami qui s'appelle Robert Castel, qui a écrit notamment L'Ordre psychiatrique. Et Castel avait tenté, plus que moi, d'intégrer les concepts foucaldiens dans l'arsenal sociologique. Mais j'ai toujours hésité à le faire. Castel essayait de croiser Michel Foucault et le sociologue canadien Erving Goffman, auteur d'Asile et d'autres livres très connus, à propos de ce que Robert Castel appelait l'ordre psychiatrique. Mais Foucault a toujours lutté, disons, contre cette annexion que les sociologues tentaient de faire à propos de son œuvre. Je vais vous citer Michel Foucault à propos de Goffman. Alors, j'ouvre la citation. On a dit que j'essayais de faire la même chose qu'Erving Goffman dans son ouvrage sur les asiles. La même chose, mais en moins bien.
je ne suis pas un chercheur en sciences sociales. Je ne cherche pas à faire la même chose que Goffman. Lui s'intéresse surtout au fonctionnement d'un certain type d'institution. L'institution totale, l'asile, l'école, la prison. Pour ma part, j'essaie de montrer et d'analyser le rapport qui existe entre un certain nombre de techniques de pouvoir et des formes politiques comme l'État et des formes sociales. Le problème auquel s'attache Goffman est celui de l'institution elle-même. Le mien est la rationalisation de la gestion de l'individu. Mon travail n'a pas pour but une histoire des institutions ou des idées, mais l'histoire de la rationalité telle qu'elle opère dans les institutions et dans la conduite des gens. Fin de citation. Alors, vous voyez que là, on est quand même dans c'est une situation compliquée, parce que il parle au fond d'un thème assez wébérien, qui est la rationalisation adaptée à la rationalisation de gestion de l'individu. Mais si vous lisez Max Weber et la problématique du désenchantement de la société, et donc de sa rationalisation dans le capitalisme moderne, vous trouverez aussi cette thématique, au fond, de la gestion de l'individu à travers la bureaucratie, à travers mais Foucault distingue vraiment, disons, l'histoire des institutions de l'histoire de ce qu'on pourrait appeler la gestion des corps. En tout cas, il s'intéresse à la conduite des gens telle qu'elle est, au fond, produite par cette histoire de la rationalité. Donc, il ne fait pas de la sociologie historique des institutions pénales, des institutions psychiatriques ou de l'institution scolaire. Non, je n'irai pas plus loin que ce refus, disons, de se reconnaître comme sociologue ou auteur de sciences sociales par Foucault. Foucault, d'ailleurs, l'a montré dans Les mots et les choses. Il a dit que les sciences sociales n'étaient pas des sciences, etc. Bon, et donc il fait autre chose et il faut là le suivre, accepter ce qu'il nous propose sans compliquer. Alors, au début de cet ouvrage, le discours philosophique, dans lequel je vais maintenant entrer, Michel Foucault lui-même décrit très précisément la différence radicale qui existe entre son projet qui est d'analyser le discours philosophique comme précisément un ensemble de pratiques discursives, d'autres manières de faire de l'histoire de la philosophie, qui est celle que je fais, par exemple. On pourrait parler d'histoire culturelle de la philosophie. Je me suis intéressé à l'espace du programme, aux formes de transmission pédagogique, au style de vie des sociologues, etc. Pour lui, cette histoire n'a pas d'intérêt. Voilà. Pour lui, il existe une histoire, il n'en conteste pas, disons, l'existence, ni même peut-être la légitimité, mais ce qu'il ne veut pas faire, c'est une analyse de l'ensemble des savoirs, des institutions, des pratiques, des conditions d'existence qui sont contemporains du philosophe, la grille des systèmes qui régissent sa pensée avant même qu'il ait pensé. C'est à la page 20 de ce livre. Alors, là, il y a déjà une petite question que je me suis posée. Au fond, s'il y a des systèmes qui régissent sa pensée avant même qu'il ait pensé, moi, j'ai immédiatement pensé à ce qu'il appelle dans Les mots et les choses une épistémé, ok? C'est-à-dire un ensemble de formes qui, disons, conduisent les agents producteurs de philosophie à un moment de l'histoire à être, disons, pensés à travers les mêmes grilles. Mais là, c'est pas le cas, c'est différent. Il dit ce type d'objet, au fond, ce qu'on pourrait appeler les conditions sociales, terme qu'il n'utilise pas. Ce type d'objet, pardon, est celui que doivent viser, je le cite à nouveau, s'ils veulent l'analyser,
l'historien, l'économiste, le sociologue, l'ethnologue, qui parle de la philosophie comme d'une forme parmi d'autres à l'intérieur d'une culture. Fin de citation. Alors pour moi, effectivement, même si elle occupe une place exceptionnelle, la philosophie est une forme culturelle, parmi d'autres, de pensée. Parmi d'autres, n'étant pas un jugement de valeur sur sa désacralisation, ou pas du tout, mais bon, et notamment par rapport à des formes religieuses. Je reviendrai sur ce point parce que il me semble, disons, traité très rapidement par Foucault. Alors ici, à partir de cette petite citation, je vais noter trois choses. La première, c'est que Foucault ne récuse pas par principe la validité d'un traitement de la philosophie comme une forme culturelle. Hein, ça existe et les économistes, les sociologues, les ethnologues peuvent s'adonner, disons, à cette activité. Deuxième point, c'est la seule occurrence du mot sociologie dans le livre. Et je suis toujours attentif quand Foucault parle de sociologie. Bon. Mais il parle de sociologie, disons, au même niveau que l'histoire ou l'économie. Trois, il y a une formulation qui me semble curieuse, et c'est la curiosité du sociologue, qui j'espère n'est pas infondée. Il parle des conditions d'existence qui sont contemporaines du philosophe. Alors, dans ces conditions d'existence, on peut mettre effectivement, ben, est-ce que le philosophe est salarié? Est-ce qu'il vend ses leçons? Est-ce qu'au contraire, il est totalement dissocié d'une institution ou d'un marché? Est-ce que il fait de la philosophie souterrainement, comme Spinoza, etc. Est-ce qu'il l'a fait en chair, comme Foucault? Vous voyez, ces conditions d'existence, ça veut dire quoi? Est-ce que l'existence des philosophes est conditionnée par ces conditions ou quel est le terme de condition d'existence? Est-ce que c'est un cadre, un décor? Voilà. En tout cas, les choses là sont pas claires. Mais ce qui est clair, au contraire, c'est que l'objet de Foucault est fondamentalement différent. Et là, on rejoint ce que j'ai dit tout à l'heure de sa distinction avec Erving Goffman. Alors, je vous cite, hein, c'est compliqué, mais on va essayer de le démêler. Je vous cite, je le cite, pardon. Alors, ce qu'on voudrait, c'est découvrir comment le discours philosophique est capable d'indiquer de lui-même l'aujourd'hui où il se trouve situé, par quel système, sortant de son propre déroulement interne, il pointe vers ce maintenant pendant lequel il parle, et quelle sorte d'actualité se trouve ainsi désignée. Fin de citation. Alors, comme vous le savez, puisque le texte, le commentaire sur Was ist Aufklärung, qu'est-ce que les Lumières de Kant, par Foucault a fait l'objet d'exégèses multiples. Donc, il dit qu'au fond, ce qui est révolutionnaire chez Kant à ce point, c'est que la philosophie est conduite à parler de l'actualité, de son actualité comme de l'actualité du monde. Donc, ici, on retrouve ce point. Je voudrais ajouter, donc, en me référant simplement au vocabulaire, qu'il y a, disons, une dimension indexicale du discours qui est mise en avant. Il s'agit de pointer, de désigner, mais cette activité indexicale se trouve entrelacée avec un dispositif de déroulement interne. Hein. C'est la philosophie, on pourrait dire en anglais, unfolds itself, comme ça, et je dirais qu'ici, on a une forme de réflexivité. Donc, entre l'indexicalité et ce que j'appelle réflexivité, on peut nommer ce mouvement
une réflexivité déictique qui permettrait pour le philosophe ce que j'appelle aussi, ça c'est mon vocabulaire, l'autosaisine du discours, hein, capable de se prendre, voilà, on peut aussi évoquer la réflexivité au sens de Husserl, ça se permet au discours philosophique de se saisir comme discours pris dans un maintenant. D'emblée, je voudrais souligner, mais peut-être que des meilleurs foucaldiens que moi ou foucaldologues me diront que je suis ignorant, mais en tout cas, je veux constater une contradiction jamais explicitée chez Foucault entre, un, la capacité du discours philosophique à savoir ce qu'il est et ce qu'il indique, hein, ce vers quoi il pointe, et la notion de, qui est très belle, mais qui reste vague, de nappes discursives, hein, comme des nappes sonores ou des nappes marines, ces nappes discursives qu'il utilise à la fin de son ouvrage et qui laissent penser, au contraire de la première assertion, que les agents, donc c'est le 2, que les agents, y compris les philosophes, sont parlés plutôt qu'ils ne parlent, c'était la thèse des mots et des choses, et surtout qu'ils ne peuvent jamais pleinement saisir les articulations discursives qui les font parler au présent. Donc pour moi, cette tension, sinon cette contradiction, me paraît être constitutive, disons, de l'approche foucaldienne du discours philosophique. D'un certain côté, et c'est au fond quelque chose qu'on peut trouver dans d'autres traditions philosophiques, le discours philosophique serait, je parle volontairement au conditionnel, serait le seul type de discours qui serait capable d'échapper aux effets, à première vue plutôt déterministes, des découvertes de la linguistique qui marquent le moment d'écriture de l'ouvrage. Hein. Vous savez que la linguistique, qu'on en a nommé dans les années 60 la science pilote des sciences de l'homme, est un petit peu l'horizon et le modèle du structuralisme, alors que Foucault abandonnera, mais avec lequel il tangentera, on pourrait dire. En effet, au moins dans une phase que je définirais comme classique, en utilisant le lexique des mots et des choses, il est possible d'identifier la spécificité du discours philosophique par rapport à d'autres formes. Donc, le discours scientifique et le discours littéraire. À noter que Foucault évacue ce qui me paraît pour la philosophie occidentale classique, je veux dire, le cartésianisme, quelque chose de contestable, il évacue ce qu'on pourrait appeler le discours théologique, en tout cas, il évacue l'instance de la religion. Alors, l'ouvrage de Foucault, dont je parle, les discours philosophiques, s'ouvre et se ferme sur une référence à Nietzsche. L'œuvre de Nietzsche, comme ailleurs chez Foucault d'ailleurs, semble orienter l'ensemble de la recherche. Évidemment, bon, cette centralité de Nietzsche n'est pas le produit, disons, de la centralité de Nietzsche dans la philosophie occidentale, mais le produit d'une décision. En France, Nietzsche a longtemps été d'abord approprié par les littéraires, comme j'ai montré dans mon livre Qu'est-ce qu'un philosophe français, et il est resté aux marges de la philosophie. Donc effectivement, dans les années 60, qu'on pense à Deleuze ou à d'autres, Nietzsche est devenu l'autre ou le dernier grand nom de la philosophie, disons, repoussant, disons, après Hegel, cette borne, disons, de la philosophie. Donc, Nietzsche oriente l'ensemble de la recherche. Alors, comment ça commence le discours philosophique de Foucault? J'aime bien les incipits, hein, depuis le longtemps je me suis couché de bonne heure de Proust. Il dit quoi Foucault pour commencer? Depuis quelque temps déjà,
est-ce depuis Nietzsche, plus récemment encore, que on s'est interrogé sur le discours philosophique? Et c'est tout à fait intéressant parce que est-ce que c'est depuis Nietzsche ou plus récemment, ce serait depuis Foucault? Donc, Foucault laisse planer l'ambiguïté pour commencer, mais à mesure que se déroule le livre, c'est bien une question nietzschéenne qui irrigue l'interrogation de Foucault. Oui, je crois que c'est depuis Nietzsche que la question se pose dans les termes que Foucault analyse. Donc, Foucault, qu'est-ce que c'est que, je ne l'ai pas dit encore, qu'est-ce que c'est que cette attitude philosophique et qui est euh, spécifiquement nietzschéenne, si on peut dire, c'est l'idée qu'il est possible pour la philosophie de prophétiser l'instant. Prophétiser l'instant. C'est une forme discursive remarquable qui pose des tas de problèmes. Euh, euh, si l'on admet que nous ayons besoin de prophétie, euh, nous n'avons pas de besoin de prophétiser le présent nous est donné. Il est dans l'instant. On ne demanderait pas à une voyante, une cartomancienne de nous dire ce qui se passe hic et nunc. Hein, j'emploie le ici et maintenant pour parler du présent de la philosophie. Au fond, la philosophie garde son objectif, c'est-à-dire sa capacité propre et unique d'indiquer les critères de l'action juste ou les conditions de la vie bonne, mais prise dans un maintenant qui semble être un horizon indépassable, comme si le présentisme était notre destin. Alors, au cours des minutes qui suivent, je ferai 3 séries de remarques. La première série s'interroge sur ce que je nomme un artefact, qui est ce que Foucault appelle de manière répétitive la philosophie occidentale. Alors déjà, bon, c'est une décision, hein, et au fond, Foucault ne déroge pas à la pratique des philosophes français en particulier, qui considèrent la philosophie occidentale comme, disons, étant centrée sur une partie de l'Occident. Puisque disons, la configuration que Foucault va construire, mais disons à la manière du canon scolaire français de la philosophie, va être exclue la philosophie de langue anglaise. Et donc, ce qu'il appelle Occident, ou ce qu'il appelle philosophie occidentale, c'est la philosophie continentale classique. Donc, ici, je pose ma question sociologique du corpus et du programme. C'est quoi la philosophie occidentale? Ok. Est-ce que c'est un ensemble de décisions qui exclut des philosophes? Et en particulier, on aura l'occasion d'en parler, pourquoi est-ce que la philosophie occidentale commence ou recommence avec Descartes? Ma deuxième série d'analyses et de remarques porte sur la tentative de constituer quelque chose comme des idéals types du discours philosophique par accentuation des traits, appariement et contraste, etc. Donc la méthode weberienne. Alors je sais bien que Foucault était puissamment contre la méthode idéal typique. Dans la célèbre table ronde du 20 mai 78, publiée dans le livre collectif L'impossible prison, où Foucault discute avec des historiennes et des historiens professionnels de son livre de 75, Surveiller et punir,
Foucault affirme qu'il n'est pas wébérien dans la mesure où son travail ne peut pas s'expliciter par l'usage de la notion d'idéal type, qu'il définit comme un instrument capable de ressaisir une essence à partir de principes généraux qui ne sont pas présents à la pensée des individus, dont le comportement se comprend pourtant à partir d'eux. Donc, Foucault récuse les principes généraux de l'idéal type au profit de ce qu'il appelle le programme comme ensemble de prescriptions calculées et raisonnées qui n'est pas pour autant porteur d'une signification générale. Programme, technologie, dispositif, écrit Foucault, rien de tout cela n'est l'idéal type. J'essaie de voir le jeu et le développement de réalités diverses qui s'articulent les unes sur les autres. Un programme, le lien qu'il explique, la loi qui lui donne une valeur contraignante, etc., sont tout autant des réalités, quoique sur un autre mode, que les institutions qui lui donnent corps ou les comportements qui s'y ajustent plus ou moins fidèlement. Fin de citation. Foucault donc déconceptualise l'histoire selon Weber pour la recentrer du côté des pratiques, et principalement des pratiques discursives. Donc, la construction de Foucault, Foucault va parler du discours philosophique au singulier, et il va donner, disons, une idée de ce qu'est ce discours philosophique avec très peu de noms propres récurrents. Hein. Bon, l'histoire de la philosophie se fait, et c'est une tradition là, scolaire ou scolastique, par des noms propres. Et en gros, dans le discours philosophique que Foucault présente aux étudiants tunisiens, il y a en gros 4 noms propres principaux: Descartes, Kant, Hegel et Nietzsche. Et pour moi, ça m'a paru très contrastif avec ce foisonnement des petits personnages dans les mots et les choses, et de noms que j'ignorais. Je l'avais lu étant jeune, j'avais rien compris d'ailleurs aux mots et aux choses, mais j'avais Vicq d'Azir, toutes ces figures de biologistes, de linguistes, etc. On voyait que Foucault voulait décentrer, disons, la manière de faire de l'histoire des savoirs, au fond, puisqu'il s'agissait d'épistémé au pluriel, c'est-à-dire d'épistémailles, qui voulait aller chercher, disons, ailleurs que dans les grands noms, ailleurs que dans le canon, ce qui faisait l'intérêt, disons, de l'histoire de l'âge classique et de sa fin. Alors, il me semble, et c'est ma référence à la philosophie à Pérennis, que Foucault se situe dans le même registre conceptuel, mais il revient à une définition beaucoup plus classique, plus scolaire de l'activité philosophique, étrange retour, disons, à la pratique professorale française, qu'il a pu critiquer vivement ailleurs. Alors, ma troisième série de remarques, par laquelle je conclurai, je regarde la montre déjà, Non. c'est, disons, la condition présente de la philosophie, présente au milieu des années 60, évidemment, placée sous le signe énigmatique de ce qu'il appelle l'archive discours. Alors, première série de remarques, je la titre l'analyse d'un artefact. Il y a un présupposé chez Foucault qui n'est pas interrogé. Il existe un discours philosophique dont les différentes manifestations, en tout cas en Occident, peuvent être subsumées sous une forme unique et dont les subdivisions, bien entendu, Kant n'est pas Descartes, ne mettent pas en question l'unité. On retrouve sans peine la notion qui fait l'unité d'un programme d'enseignement autour d'une tradition, une tradition inventée, comme le sont toutes les traditions. Foucault s'inscrit dans un espace proprement scolaire, ou scolastique, comme dirait Bourdieu, qui me semble contraster avec ses manières de faire de l'histoire telles qu'il les a déployées dans ses travaux antérieurs, et qui visaient à ressaisir des dynamiques sans passer par la mobilisation du canon philosophique.
C'est même dans cet écart, dans cette prise de distance, que certains ont cru voir de sa part une forme d'abandon de la philosophie, à tout le moins de la manière habituelle de faire de la philosophie. Dans ce livre, le discours philosophique, ou du moins dans ce cours, si je veux être rigoureux avec moi-même, on assiste au retour du fait de prendre comme allant de soi, taken for granted, d'un geste philosophique unitaire dans un espace géographique et conceptuel unifié. Je vais à nouveau citer Bourdieu pour me faire comprendre. Foucault pour me faire comprendre. Excusez-moi pour ce lapsus évidemment significatif. Alors je cite Foucault. Tout au long de la culture occidentale, obscurément ou sur le mode manifeste, le mal et le sens n'ont cessé de s'appuyer, de se renforcer, de se tenir l'un l'autre, dessinant ainsi une figure qui a été le lieu même de notre philosophie et le motif a toujours philosophé de nouveau. Fin de citation, elle est page 14. Dès les premières pages du cours, une tension se fait jour entre, d'un côté, l'unité de la figure et du motif, qui permet l'éternelle réitération du même entre l'acte de question depuis l'aube de l'Occident, c'est-à-dire la philosophie antique et même la philosophie présocratique, et d'un autre côté, l'événement qui est le surgissement de la forme que Foucault appelle diagnostique dans la philosophie moderne. D'un côté, pour moi, le diagnostic semble toujours déjà, au moins dans l'impératif que j'appellerais interprétatif et thérapeutique, qui est celui de l'aube de notre culture, si elle existe, et qui fait une caractéristique du discours philosophique. D'un autre côté, le moment que j'appellerais nietzschéen ou foucaldien, puisque cette possibilité se fait jour dans la première phrase du cours, c'est Nietzsche ou après Nietzsche. Et bon, après Nietzsche, pour moi, c'est Foucault. Mais ça... Donc, ce moment nietzschéen introduit, me semble-t-il, une rupture radicale dans la temporalité philosophique, et pourquoi pas une clôture ou une sortie de l'Occident. Comme l'a montré la philosophe Judith Revel, la philosophie de Foucault est une pensée du discontinu. Alors, je la cite à nouveau. Enfin, je fais encore une citation. J'en fais beaucoup, mais je pense que c'est nécessaire. Judith Revel écrit dans Foucault, une philosophie du discontinu, le problème de l'affranchissement explicitement recherché par rapport à un type d'enquête traditionnelle perçu comme continuiste et linéaire est récurrent chez Foucault dès le milieu des années 60. Il accompagne la publication des mots et les choses et à bien des égards, il en représente le véritable enjeu. En réalité, les thèmes du changement et de la transformation, quand ils sont poussés à leur extrême, ne peuvent pas ne pas impliquer une redéfinition de ce que l'on entend par rupture, saut, saut qualitatif, discontinuité. Et à l'inverse, c'est parce que les analyses de l'histoire de la folie, où des mots et les choses semblent sous-entendre une périodisation entièrement construite à partir d'une lecture discontinuiste de l'histoire, que le problème de la transition d'une période à une autre, ou pour le dire en termes plus foucaldiens, d'une épistémée à une autre, devient un objet de débat essentiel. Fin de citation. Je reviens à mon propre propos. L'étrangeté de ce cours à Tunis, c'est qu'il postule la continuité d'une philosophie occidentale qui conditionne la possibilité d'un discours et pas d'une pluralité de discours assignables à des épistémés, ou épistémae, hein, si on va être correct, mais des épistémées différentes, et non reliées entre elles par une logique de succession ou d'opposition. Le discours philosophique est bien inscrit dans un lieu unique. Citation de Foucault, tel fut l'espace de jeu donné à la philosophie par l'Occident. C'est là, avant toute métaphysique,
que c'est nouer le rapport de la philosophie avec Dieu. Avant tout idéalisme, son rapport avec le bien. C'est là que le philosophe s'est donné le double rôle d'interprète ultime et de guérisseur des âmes. N'allons pas supposer cependant qu'en devenant avec Descartes le discours vrai sur la vérité, la philosophie a rompu avec cette vieille parenté avec l'exégèse et la thérapeutique. N'allons pas supposer non plus que la philosophie moderne depuis Hegel s'est libérée du jeu, si difficile à vaincre, entre le sens et le mal. Toute parole qui veut nous ramener à la vérité de nous-mêmes, nous réveiller de notre oubli, ranimer les actes fondamentaux de notre connaissance, retrouver le sol originaire ou l'authenticité de l'existence, restituer tout le destin occidental à partir de l'occultation de l'être, toute parole qui a de telles visées veut encore interpréter et guérir. Fin de citation, elle se trouve page 15. Au fond, l'Occident donne et le philosophe se donne. Et quel est le maître du jeu? Est-ce une simple configuration culturelle que Foucault appelle l'Occident, qu'il faudra mieux définir, ou une volonté de savoir, une volonté épistémique? Ici, l'Occident me semble être, mais on pourra en discuter, une chape de plomb qui, en dépit de l'âge classique et de la modernité, entendu comme tentative de rupture avec un pattern culturel, un patron culturel, exerce toute sa force pour empêcher l'émergence d'un discours alternatif et assigne une place que Foucault appelle allégorie de la profondeur ou figure tierce, distincte des figures du prêtre et du médecin, puisqu'il est question effectivement d'exégèse et de thérapeutique, ok, de soigner les âmes et de soigner les corps, si l'on peut dire. On constate donc dans ce texte, et j'aimerais bien qu'on me contredise, mais une vision continuiste de la philosophie en vif contraste avec la pensée du discontinu qui faisait le prix, mais aussi évidemment la difficulté de l'entreprise foucaldienne, parce que il y avait comment dire, un fondu au noir, comme on parle au cinéma, quand on passait d'une épistémée à une autre, comme on passe. Bon. Il semble que Foucault s'enferme dans une version canonique de la philosophie occidentale, celle que la tradition scolaire a construite essentiellement depuis le XIXe siècle, et qu'il reprend sans discussion. Je ne peux pas manquer d'y voir une forme de, et n'y voyez pas un jugement de valeur, une forme de régression euh, par rapport au programme antérieur de Foucault, en tout cas. Là, je laisse ouvert la discussion parce que c'est mon point de vue. Je ressens une sorte de déconvenue par rapport à ce cours. Alors peut-être aussi Foucault, qui était un homme très exigeant avec lui-même et qui, notamment, le cours sur le peintre Manet, qui est assez peu connu, qu'il a aussi professé en Tunisie et tout à fait extraordinaire de qualité, peut-être qu'il a dit, voilà, je fais un cours d'histoire de la philo pour des étudiants et je ne peux au fond, le faire dans les formes dans lesquelles ceci est fait, disons, par les philosophes en France. Il faut d'emblée dissiper une illusion. L'Occident n'est qu'un fond de décor pour une pièce dont la temporalité est beaucoup plus restreinte. Dès le chapitre 6, qui a pour titre La naissance du discours philosophique, le curseur de l'origine se trouve déplacé au moment cartésien. Je cite encore, la philosophie depuis Descartes est une figure culturelle unique et isolable, donc se distinguant non seulement de toutes les philosophies de notre époque ou de toute ère de civilisation, mais aussi de toutes les autres formes d'expression qui peuvent exister dans notre monde, parce que le type de discours qui la rend possible et qu'en retour elle manifeste est parfaitement singulier. Fin de citation. Ce sont les pages très importantes autour de la page 70. Cette citation est page 71. L'Occident de Foucault, je l'ai dit pour commencer, est un Occident continental. Il désigne ce que le dictionnaire philosophique de Stanford nomme le rationalisme continental.
Donc un ensemble de vues plus ou moins partagées par un certain nombre de philosophes actifs sur le continent européen au cours des 2 derniers tiers du XVIIe siècle et au-delà, rationalisme le plus souvent caractérisé comme une position épistémologique qui privilégie la raison par rapport à la sensation et l'expérience, qui considère plutôt les idées comme innées qu'accidentelles ou qu'empiriquement constituées, et qui met l'accent sur une connaissance certaine plutôt que simplement probable comme objectif de toute recherche. Alors, le moment cartésien dure, selon Foucault, à peu près 3 siècles, ce qui semble désigner quelque chose que j'appellerais une trajectoire du cogito de Descartes à Husserl, dont les méditations cartésiennes de Husserl serviraient de borne à ce que le lecteur, en tout cas le lecteur Fabiani, a beaucoup de mal à nommer. Est-ce que c'est un moment historique, une configuration au sens de Foucault? C'est certainement pas une épistémée dans la définition qui lui a été donnée l'année précédente dans les mots et les choses. Foucault reste fidèle dans son cours à la conception de la discursivité telle qu'elle s'est exprimée dans les mots et les choses. C'est ce que font remarquer les 2 éditeurs de manière, à mon avis, très convaincante. Je les cite. euh, L'a priori historique est ce qui, à une époque donnée, découpe dans l'expérience d'un champ de savoir possible, définit le mode d'être des objets qui apparaissent, arme le regard quotidien de pouvoir théorique et définit les conditions dans lesquelles on peut tenir sur les choses un discours reconnu pour vrai. Alors, ça, c'est le point de vue qui est noté par les éditeurs et auquel je souscris. Mais d'un autre côté, en tant qu'elle semble l'expression d'une continuité occidentale, la philosophie me semble, échapper aux contraintes de l'a priori historique comme espace des discours possibles dans une configuration historique donnée, puisqu'elle peut se jouer des contraintes de cet a priori, ou à tout, ou à tout le moins, pardon, s'inscrire dans un a priori non temporalisé, qui est celui de la tradition scolaire, tradition par définition anhistorique, non historique. L'espace du programme, tel que je l'ai nommé il y a près d'un demi-siècle, constituait une forme d'a priori historique, si l'on veut, en tout cas sous une forme de construction rétrospective et nécessairement fictionnelle, qui produit un continuum à partir d'un stock fini de questions irrésolues et toujours réitérables au sein d'une histoire immobile. Comme le disait le philosophe français Étienne Gilson, en philosophie, il n'y a pas de mort. C'est la philosophia perennis comme dispositif d'enseignement qui permet de recommencer la philosophie chaque matin sans en changer les termes. Alors, c'est une autre manière de dire que Foucault assigne un statut spécial au discours philosophique par rapport à toutes les autres formes discursives qui pourraient bien être la conséquence historique de la hiérarchie des disciplines, hein, c'est ce que j'ai appelé la discipline du couronnement dans la tradition scolaire française. Il me semble que l'attribution du label philosophique à un certain type de discours aille de soi et qu'elle ne nécessite pas d'investigation, alors que ce qu'on a appelé au XVIIIe siècle les philosophes, constituent une population beaucoup plus diverse. C'est une grande question de l'histoire de la philosophie, vous en conviendrez, que celle de l'épreuve du tamis, qui va permettre de reconnaître le bon grain philosophique de l'ivraie sophistique. Cela passe le plus souvent par une forme d'analyse du discours, surtout depuis Platon. Quand Gilles Deleuze dit que les nouveaux philosophes, par exemple, qui ont proliféré en France à partir de 1977, cassé le travail, c'était Bernard-Henri Lévy, Bruckner et autres, il s'efforce de décrire justement une déviation discursive, un moment où on cesse de faire de la philosophie
et on produit de la fausse monnaie. C'est ça, casser le travail. La question du mauvais philosophe ou de l'usurpateur ne figure pas au programme du discours philosophique. Elle me semble aujourd'hui décisive, aujourd'hui comme hier. Deuxième point que j'aborderai plus rapidement, une ambition typologique. Il est possible, selon Foucault, d'identifier la philosophie à une forme unifiée de discours dont l'identité apparaît de manière contrastive si on la distingue du discours scientifique et du discours littéraire. Alors, Foucault écrit avant la grande vague qui submergera nos travaux et dont je suis aussi l'héritier à partir de la fin des années 70, les Science Studies, les études sur les sciences, qui ont définitivement changé notre façon d'appréhender la production scientifique dans sa factualité et peut-être aussi dans son désordre. Peut-on réduire ou plutôt contenir les pratiques scientifiques dans une forme homogène de discours, le discours scientifique? Il est incontestable que l'activité scientifique finit, son terme en tout cas, c'est la publication d'énoncés au degré de formalisation variable et aux procédures de validation changeantes en fonction d'a priori historiques donnés, au sens de la science normale de Thomas Kuhn. Il n'en reste pas moins que les pratiques scientifiques débordent constamment leur moment discursif et se caractérisent par leur hétérogénéité. C'est ce que recouvre la notion, chère aux physiciens, mais surtout à l'historien des sciences de Harvard, Peter Gallison, de disunity des sciences, de disunité des sciences. Dans la première phrase de son célèbre article, Trading Zone, Peter Gallison écrit, je dirais ceci, la science est désunie et contre nos premières intuitions, c'est précisément la désunification de la science qui sous-tend sa force et sa stabilité. Et il montre que les formes de travail, les modes de validation, etc., qui composent la physique à un moment donné du XXe siècle, sont caractérisés par cette hétérogénéité. Alors je n'évoquerai pas des vieux exemples comme la pompe à air de Boyle, qui montre que la production scientifique de la deuxième moitié du XVIIe siècle entretient des relations étroites avec le spectacle social et la politique, et l'exemple même de Descartes, de ses mathématiques et de sa physique, montre le brouillage permanent entre science et philosophie. Alors, selon ma lecture de Foucault, et j'avance, il y a un côté caméléon dans le discours philosophique qui peut prendre la couleur du discours littéraire en empruntant ses formes narratives, et Descartes est un grand conteur d'histoire, enfin, c'est moi qui le dis là, hein, pas Foucault, et la forme du discours scientifique qui prend l'habit de l'hypothético-déductif. Foucault ne dit pas grand-chose sur ce que j'appellerais le côté transformiste de la philosophie. Est-ce un jeu, est-ce un leurre, une forme de sophistique destinée à capter l'attention du lecteur, ou plutôt la marque du discours, du caractère exceptionnel de la philosophie, susceptible de prendre toutes les formes parce qu'elle est la seule à ne pas être entièrement assignable à un genre, voire à une forme. Pour ce qui concerne le critère qui permet de la distinguer de la science, pour laquelle le singulier est plus difficile à utiliser, y compris à l'âge classique que ce que Foucault a visiblement en tête, ce n'est pas le more géométrico qui le constitue. Des assertions philosophiques, Spinoza au premier chef, sont donc syntaxiquement indiscernables de leur double scientifique. C'est l'impossibilité d'asserter à l'impersonnel qui trace la ligne de démarcation avec la science. Le jeu du philosophe n'est pas, susceptible d'être supprimé. Ce jeu est celui classiquement du cogito, un jeu qui n'est pas l'expression d'une subjectivité, mais au contraire le garant de la vérité du discours. Je cite à nouveau Foucault, le maintenant du discours, la triade du jeu ici à présent, doit figurer en droit et se trouver ainsi justifié par la vérité même de l'avoir transformé en discours vrai. Fin de citation qui se trouve page 30. Il existe ainsi une articulation entre la triade, ce que j'appelle l'ego hic et nunc, le jeu ici maintenant, ou le présent,
et la capacité de transmutation du changement de statut par rapport au critérium de la vérité d'un discours existant au sein de nappes discursives en discours vrai. À l'inverse, les modes de justification du discours scientifique sont entièrement fondés sur les conditions intrinsèques de sa validité morphologique, syntaxique et sémantique. Là encore, l'historienne ou l'historien des sciences aurait de quoi trouver à redire. Peu importe pour moi à ce point. Foucault dénonce en passant comme une illusion ce qui fait l'obsession de la philosophie continentale classique. La science et la philosophie cesseraient d'être distinguables puisque la première devrait être garantie par le sujet connaissant, ce que j'appelle l'ego hic et nunc, et la seconde pourrait être justifiée de la même manière que les énoncés scientifiques. Il vaut la peine de s'attarder un instant sur la double confusion que dénonce Foucault. Celle-ci découle du mode même de caractérisation du discours philosophique qu'il choisit de constituer en forme générale, voire universelle. L'âge classique ne me semble pas avoir été victime d'une confusion, comme le pense Foucault, mais d'avoir simplement pensé conjointement vérité philosophique et vérité scientifique, avec, disons, une porosité absolument totale. L'historien ne dispose pas d'ailleurs de critères pour justifier l'existence de la double confusion attribuée à la philosophie classique par Foucault. Je crois que celle-ci prend la forme d'une illusion rétrospective. Descartes, Kant ou Husserl ne se sont trompés que parce qu'ils n'ont pas été foucaldiens sur ce point. Ils ne scindaient pas la vérité en deux formes apparentées, mais distinctes de discours. Si l'on fait commencer la philosophie du discours philosophique avec Descartes, Foucault écrit toujours la philosophie occidentale au moins depuis Descartes. Bon, alors, quid de ce qui s'est passé avant? On peut distinguer deux formes, et je vais finir. La première est celle du dévoilement, qui associe une ouverture originelle de la vérité et la possibilité de l'erreur et de la chute. La victoire finale de la clarté contre le malingénie s'éprouve à travers la liberté du philosophe agissant selon l'unique critérium de la vérité. Alors, avec le dévoilement, la seconde caractéristique, c'est la manifestation. La vérité est par définition inadéquate à elle-même. Il y a toujours une forme, je dirais hystérésis, même si le mot n'est pas chez Foucault, qui instaure un décalage entre la situation propre du sujet et la saisie de la vérité. Les éditeurs voient dans ce décalage une référence à la dialectique hegélienne, ce qui, à mon avis, probable, sinon certain. Foucault ne temporalise pas ces deux formes, c'est-à-dire qu'il ne leur assigne pas des moments ou des conjonctures. On peut affirmer cependant que la seconde, la manifestation moins triomphante, est celle de la raison dans l'histoire et de ses vicissitudes. On pourrait arguer qu'il ne s'agit pas des deux phases d'une même pièce et qu'on gagnerait à parler de deux discours philosophiques plutôt que de deux formes du même discours, en ce qu'ils correspondent à deux conjonctures historiques et épistémiques différentes. Dans son livre, Foucault a recours à une historisation très limitée, puisqu'il s'attache à une définition formelle de la philosophie. Ajoutons, pour terminer, que l'auteur ne procède à aucune ouverture du côté du discours théologique, auquel le dévoilement et la manifestation ne cessent de renvoyer, me semble-t-il, dans leur sémantique même. Cela est incontestablement un choix méthodologique. Le discours philosophique est irrémédiablement désencastré, disembedded, de la gangue théologique qu'il a constamment enserré. Et là, disons, on est peut-être en 2024, comme la question de la sécularisation, pensée comme un processus de longue durée et inéluctable a été fortement contestée, notamment par des penseurs qui ne se situent pas, disons, à l'intérieur du paradigme occidental. On peut voir que cette question, au fond, était peut-être impensable dans l'épistémie foucaldienne, mais qu'elle est pour nous est importante.
Troisième type de discours, la littérature. La philosophie s'apparente aussi à la littérature, mais elle s'en distingue. La littérature est désignée ici comme fiction, de manière très classique. Leur proximité s'inscrit dans ce qu'on peut appeler une auto-justification. Le déroulement interne que nous avons évoqué plus haut est repris comme autorisation que le discours philosophique se donne d'avoir à la vérité qui se manifeste en lui. Foucault trouve curieuse l'existence de cette même fonction dans les littératures. Elle me semble aller au contraire de soi si l'on considère que les deux discours, philosophie et littérature, sont soumis à ce qu'on peut appeler le principe de Coleridge, la suspension volontaire de l'incrédulité, qui est la condition nécessaire et suffisante pour qu'on se laisse raconter des histoires, et la philosophie est en partie, en tout cas, traversée par ces formes narratives. Comme l'œuvre littéraire, l'œuvre philosophique constitue une unité irréductible, même si on l'envisage comme prise à l'intersection de plusieurs réseaux notionnels. L'œuvre n'existe que dans sa singularité et il faut la traiter comme un système. La systématicité de l'œuvre tient d'abord à l'unité du sujet parlant, plus qu'à une architectonique unique. Point de vue discutable, me semble-t-il, de deux points de vue. Le premier est la négation de toute forme d'intertextualité, ou à tout le moins sa réduction à un statut adventice. Pour Foucault, Guéroult reste un modèle qui analyse chaque philosophe à partir de son système, qui est irréductible aux autres. Le second point de vue est celui du présupposé de la cohérence interne d'une œuvre. Donc il n'y aurait qu'un Spinoza, mais le cas Foucault, il y a plusieurs Foucault, au moins deux, mais j'en fais l'hypothèse qu'il y en a plus, nous permet d'interroger brutalement ce présupposé. Il nous a expressément sommé, vous savez, de ne pas lui demander qui il était, ne me demandez pas qui je suis, s'amusa à changer de pied pour déconcerter la foule des disciples, notamment dans le premier volume de l'histoire de la sexualité en 76, où il disons, surprend tous ses lecteurs et lectrices férus de psychanalyse et de libération sexuelle. En fait, même si depuis Nietzsche, la frontière entre philosophie et littérature est brouillée, Foucault la maintient fortement en utilisant le critère de l'imitation, à vrai dire un terme un peu vieillot et qui ne s'applique guère aux quatre œuvres auxquelles il se réfère, le Don Quichotte, Tristram Shandy, Jacques le Fataliste et l'Éducation sentimentale, qui sont précisément des transgressions de la forme simple de l'imitation. La philosophie, conclut Foucault, n'est jamais l'analogone du discours quotidien, mais est au contraire l'exégèse et l'interprétation, ce qui rend encore plus frustrant le silence sur la théologie et la religion. Imitation et interprétation, caractéristiques respectivement la littérature et la philosophie. On pourra juger, c'est mon cas, la justification un peu courte. J'en conclus, excusez-moi, avec le dernier point que je résumerai en 2 minutes, la complexité du présent et l'archive discours. Quel est notre présent? Jusqu'à présent, j'ai insisté sur la dimension continuiste de l'analyse présentée dans le livre. Faire d'un morceau de l'Europe, qui exclut les îles britanniques, et d'un temps court de l'Europe, 3 siècles et quelques, une catégorie universelle à partir de la centralité cartésienne, disons-le, pardon, très nettement. Foucault utilise fréquemment le langage de la mutation pour rendre compte de la crise et le vide philosophique du présent. Crise et vide philosophique du présent qui semblent mettre en question la solidité du discours philosophique et l'appel à une nouvelle forme de discursivité. C'est d'ailleurs ce qu'a fait Foucault dans sa propre pratique. L'analyse du discours philosophique proposé par Foucault dans ce livre, ou dans ce cours, ne saurait tenir lieu de plan directeur pour faire de l'histoire de la philosophie
en général, la description n'est pas l'histoire, mais celle-ci ne peut s'affranchir du transcendantal que constitue la catégorisation du discours philosophique. Foucault dit les choses clairement. Toutes les philosophies, occidentales bien sûr, toutes les philosophies ont leurs conditions d'existence dans ce discours, ce qui le fait échapper aussi à sa condition discursive, puisque c'est quelque chose comme un archi-discours. Ajoutons que l'histoire de la philosophie n'est en aucune manière réductible à l'analyse du discours appliqué à la philosophie, qui est en soi une approche féconde. Pensant aux analyses de discours de Dominique Magno, de Frédéric Kossuta, ou plus récemment de l'allemand Johannes Ungermüller. À partir du chapitre 11 et de la fin de son livre, Foucault est pris d'un grand doute. L'objet qui correspond à sa description n'est-il pas en train de s'achever? Cette inquiétude est renforcée par un autre vacillement, la description, qui peut se dire aussi de manière transcendantale la condition de possibilité de tous les discours, échappant de ce fait aux conditions générales de la discursivité. Le fait d'être pris et configuré dans une épistémée n'est-elle pas une forme discursive parmi d'autres au sein de l'immense espace de l'archive discours que Foucault dessine? On est ici pris de vertige. Il y a plus. La possibilité de la description n'est-elle pas liée à la disparition de la philosophie comme forme historique, correspondant aux conditions de sa description? Le descripteur arriverait nécessairement au crépuscule, figure hegelienne si fréquente dans les sciences sociales et la philosophie. Les pages 170-171 sont sans doute les plus fortes de l'ouvrage, car elles concentrent toutes les difficultés inhérentes à la production intellectuelle. On ne peut décrire que la mort, ou au mieux le mourant. C'est là que le sociologue survient, selon Foucault, qui s'arroge le droit de décrire la philosophie comme un objet pur et simple offert à l'observation. C'est moi qui ajoute le sociologue ici, mais j'ai écrit au crayon en marge du paragraphe, c'est ce que le sociologue essaye de faire. Parler de la philosophie comme un simple mode de discours, c'est depuis la mort de Hegel comme disséquer un cadavre. Les sociologues sont d'autant plus tentés par ce genre de médecine légale qu'ils ont des comptes à régler avec leur propre origine, qui est la philosophie, dont ils tentent, je crois en vain, de s'émanciper depuis un siècle et demi. Voilà, mes chers amis, une lecture du discours philosophique qui est une lecture partielle, bien entendu, et qui demande à être contestée ou confirmée. En tout cas, je vous remercie de m'avoir donné l'occasion, même devant un public limité, mais de qualité, de Merci, présenter au fond merci. cette tentative de lecture dont j'espère faire un article dans les mois qui viennent. Merci encore à la revue et au professeur Mlika pour leur invitation. C'est nous qui vous remercions de votre conférence. Et il y a quelqu'un, je crois, merci beaucoup, d'accord, de votre conférence, je crois, qui est très intéressante. Elle est beaucoup plus, je dirais, personnelle. S'exprime vraiment une approche un peu personnelle, une lecture personnelle de ce livre. Mais elle nous met quand même sur un terrain très important, questionner la place de la philosophie dans la société. Et je pense que c'est toujours important, le regard du sociologue sur la philosophie, sur le discours philosophique est toujours intéressant pour les philosophes eux-mêmes, c'est-à-dire pour nous, enfin, qui enseignons et travaillons toujours à la philosophie, si nous nous posons des questions sur sa place, sa valeur, son rôle, et comment elle peut vraiment encore jouer un rôle dans la marche d'une façon générale de la société. Donc, je vais voir s'il y a des questions. Bon, aujourd'hui, on n'a pas beaucoup de... Mais voilà, si je donne la parole à la petite salle, s'il y a des questions pour Jean-Louis, euh, voilà, Melki ou Mustapha Abish, même si vous avez des questions en arabe, je peux traduire à Jean-Louis.
Euh, alors, pour ma part, bon, j'ai beaucoup appris. Moi, j'aime bien être, c'est-à-dire, je profite de l'organisation de ces conférences aussi pour être à l'écoute. J'ai beaucoup appris. Je pense que vous avez un style, j'ai envie d'aborder un peu un style bien spécial, d'aborder la philosophie ou d'aborder le type ou la forme de connaissance ou de construction, etc., par la philosophie. Mais je pense, puisque moi-même j'enseigne la philosophie des sciences sociales, donc j'ouvre tout un espace avec mes étudiants pour poser toutes sortes de questions sur les rapports entre philosophie et sociologie. Mais ma petite question, peut-être je vais profiter de votre présence aujourd'hui pour vous la poser. Je vais la poser à un grand sociologue. Est-ce que la sociologie peut se passer de la philosophie? C'est une très bonne question. Alors, il y serait répondu de manière différente par les sociologues. Et disons, toute ma carrière, enfin bon, j'ai une partie de mes ouvrages, et c'est de la sociologie empirique, hein, bon, qui essaye quand même d'interroger les concepts et les outils qu'elle utilise. Mais disons, toute une partie de mon travail, c'est une sorte de dialogue ininterrompu avec la philosophie, et j'ai moi-même, j'assiste très souvent à des rencontres de philosophie des sciences sociales, parce que je pense que, je veux dire, c'est un retour. Moi, j'essaie de faire de la sociologie, de la philosophie qui ne soit pas réductrice et qui n'essaye pas, ça a été mon débat avec Bourdieu, ma conclusion sur Bourdieu, c'est que effectivement, il y avait cette vision impérialiste qu'on trouve chez Durkheim, hein. La sociologie est une relève au sens Aufhebung de la philosophie, mais qu'au fond, Durkheim est resté. La plupart de ces questions sont des questions philosophiques retravaillées. C'est que ma thèse, c'est que la sociologie ne peut pas s'émanciper totalement de la philosophie, que ce serait ridicule. À ce titre, je suis beaucoup moins pessimiste que Foucault dans ce cours de 1966 concernant ce que peut faire la philosophie actuellement. Probablement, ce pessimisme était très fort chez Foucault et l'a conduit à justement ces sinuosités, ces tournants dans son œuvre. Mais je pense que, je veux dire, sinon je ne travaillerais pas sur la philosophie. Si je pensais effectivement qu'elle était morte et que on ne pouvait, comme je l'ai dit dans ma conclusion, un peu pour jouer. On pourrait faire de la médecine légale, vous voyez. On pourrait faire Ouais. des autopsies de la philosophie. Je n'y crois absolument pas. Pour moi, j'ai essayé de montrer alors dans le Oxford, je crois que c'est Handbook ou je ne sais plus, hein, bon, mais Ouais. vous voyez, il n'est pas entièrement publié sous forme livre, mais les articles qui ont été acceptés sont disponibles sur le web. Je pourrais vous envoyer quelques Oui, trucs. vous pouvez mettre dans le chat les liens ou Voilà, le toute Durkheim, info susceptible d'aider les auditeurs à. Durkheim and Philosophy que j'ai écrit pour Oxford. Hmm. Et clairement, je montre que tout ce que Durkheim doit à la philosophie et comment lui-même reste un agent du champ philosophique. Ça a été aussi le cas de Bourdieu, qui a, après une phase, disons, critique, un peu une phase de jeunesse, a été très sensible à la reconnaissance philosophique. Il y a ce numéro de critique sur Bourdieu, où il y a Christiane Chauvirey, Charles Taylor, etc., où on voit très bien que ce qu'ambitionnait Bourdieu, c'était d'être reconnu par les philosophes. Alors, ça veut dire Ouais. qu'il il y a une sorte, me semble-t-il, dans ce qu'on appelle les sciences sociales, je laisse de côté la question de les appeler des sciences ou pas. Je me rangerai à Foucault, là, ce sont des formes de savoir. Euh, 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 bon, Hmm. que ces formes doivent être articulées à la philosophie. Et que, pour moi, le pessimisme de Foucault, qui était lié à sa lecture de Nietzsche, n'a pas de...
n'a pas de raison d'être, dans la mesure où la philosophie a prouvé, de manière très diverse, disons c'est un terme que j'aime pas, sa résilience, quoi. Le fait qu'elle a survécu au verdict qui annonçait sa mort, qu'elle était, disons le témoin d'un âge, passé et cetera. Mmh. Et donc, bon, on a, comment dire, rendu C'est hommage ces derniers jours à quelqu'un que je trouve avoir il se trouve que j'ai connu par mes profs de philo d'ailleurs, Althusser et Derrida, qui était Paulin Houtonji, qui a essayé de définir ce que pouvait être une philosophie africaine. Alors, bien mmh. entendu, le terme philosophie, bon, qui existe en arabe et cetera, semble être, réservé à une partie du monde qui n'est pas d'ailleurs, l'Occident. Enfin bon, il faut une conférence Justement, plus large, justement. Oui, mais tout à fait. effectivement des formes, disons, discursives qui peuvent être très différentes dans des sociétés de tradition orale peuvent aussi être qualifiées comme Oui, philosophiques et donc absolument. la conjoncture depuis un demi-siècle ne me paraît pas être d'un pessimisme, heu, exagéré concernant les possibilités de la philosophie. Pour autant, probablement qu'on ne le moment que décrit Foucault est peut-être un moment qui est fini, hein, ça c'est sans doute un fait, mais je vois bien, moi j'étais, comme j'aime bien la philo à vrai dire, j'allais, comment dire? Au séminaire de mes collègues philosophes de Budapest puis de Vienne puisque monsieur Orban nous a renvoyés, de Budapest donc on est devenus des nomades sur le tard mais je veux dire dans des départements, un département qui est très analytique si vous voulez, Oui. et très philosophie anglophone, on continue d'interroger Descartes, de travailler sur le malingénie et cetera. Les choses sont encore, disons très susceptibles d'appropriation, de mobilisation, de réactivation, tout ce que vous voulez. Alors je ne crois pas, comment dire? Dans une sorte de postérité un peu, imaginée d'Auguste Comte, que la sociologie est appelée à relever la philosophie. Si vous voulez, ce Mmh. serait une prétention, je pense que ceux qui croient ça, devraient être plus humbles. Et l'autre point quand même, et qui est une question qui me taraude, j'ai dirigé, vous voyez, bon, je ne suis pas un sociologue de la religion, j'ai simplement toujours, y compris dans des analyses de la philosophie française du XXe siècle, posé la question et pour la phénoménologie, hein, comme avait dit Dominique Janicot, son tournant théologique et cetera. Il faut pas négliger cela, dans ce qu'on appelle la philosophie occidentale. C'est-à-dire qu'on a alors ça, c'est peut-être une spécificité française de cette, comment dire? Qu'on pourrait dire l'obsession laïque, hein et je me Mmh. considère comme laïque d'ailleurs, mais Mmh. l'obsession laïque, c'est-à-dire que comme disait Durkheim, qui était fils de rabbin, qui est un paradoxe, les anciens dieux sont morts et les nouveaux ne sont pas encore nés. Mais bon, Oui, je que crois, les an oui. que les an pour un sociologue empirique comme moi, aujourd'hui, les anciens dieux ne sont pas morts. Bon et même Oui. des courants tout à fait veulent reconstituer ou développer l'animisme, des occidentaux eux-mêmes se définissent comme animistes, ah donc l'idée de sécularisation a quand même été mise à mal et Foucault est antérieur à cette question qui est venue Mmh. en grande partie enfin bon, ben, Chakrabarty, il dit: «Bon, Marx, c'est bien joli, mais il n'accorde pas la place, qui lui reviendrait à la religion, qui est un objet social, voilà Mmh. et donc je veux dire, on a des sociologues comme Weber et Durkheim qui ont à la fois, je dirais, pensé la fin de la religion, mais en même temps l'impossibilité de la fin de la religion, quoi, et dans quelque chose qui est extrêmement, peu clair. Donc Mmh. quand on parle maintenant de sécularocène et cetera, je veux dire, tout le monde est d'accord.
y compris les plus séculiers, de dire que, disons, parce qu'on ne croit plus à ces grands concepts, vous voyez, des grands vecteurs comme, la rationalisation, Mmh. et la sécularisation, c'est un terme, qu'on ne peut plus utiliser le monde linéaire. C'est comme la modernisation, tout le monde va, vous voyez? Et donc ça, c'est un débat qui est postérieur à Foucault. Vous voyez? Donc il pense Mmh. comme ça, il pense, il évacue quand même, la question de la théorie. Alors il parle bien entendu, Dieu est au centre, de la philosophie, mais en même temps, c'est comme s'il était totalement disconnecté de la théologie, quoi. Et là, il y a quelque chose qui est un biais cognitif, je pense qu'on peut le dire, et qu'on ne penserait plus comme ça aujourd'hui, même si on était foucaldien. Enfin, c'est l'impression que j'ai. Je sais pas, je suis prêt à toute contestation, parce que ma lecture est relativement récente. Comme je suis sociologue, vous savez, je marche sur des œufs, toujours. Parce que Ce que vous avez dit sur le philosophe, on peut aussi l'appliquer sur le sociologue. ah, bien entendu. C'est pour ça que je vous dis qu'il y a un effet de symétrie entre ce que j'appelle, la sociologie de la philosophie, c'est-à-dire l'étude, effectivement des formes culturelles dans lesquelles elle s'exprime et qui sont particulières, et de l'autre, la philosophie des sciences sociales qui est, disons, notre outil, épistémologique pour nous penser nous-mêmes. Parce que je ne crois pas, si vous voulez, donc j'ai fait ma thèse avec Bourdieu, donc auquel je dois beaucoup et que je ne dénigrerai jamais. Mais Bourdieu reste dans une perspective, qui est celle du savoir absolu. C'est-à-dire que la sociologie ou le sociologue, s'il est purement réflexif, disons, est le premier individu qui, domine sa propre, détermination, vous voyez? Qui n'est plus déterminé parce qu'il connaît toutes les formes par lesquelles il est déterminé. C'est un savoir absolu que c'est ce que Bourdieu appelle aussi réflexivité, heu, qu'il réserve aux sociologues, hein, qui me Absolument, paraît un ouais. objectif inatteignable et qui est très souvent réduit, alors ça c'est le paradoxe, à une forme d'introspection qui est celle de Mandelbrot. Donc on se regarde, faire et cetera, et je pense que nous avons besoin, les sociologues, des philosophes, pour autant qu'ils ne soient pas trop impérialistes, mais pas pour voir, au fond, pour décrire en termes épistémologiques ce que nous faisons. Je suis tout à fait d'accord. Le problème vient des philosophes, c'est-à-dire ils ont du mal à réformer ou accepter la réforme ou le renouvellement du mode de pensée philosophique. C'est-à-dire, par exemple, je parle en Tunisie ou dans des pays arabes, on regarde toujours la philosophie comme une forme supérieure aux autres formes de savoir et comme une forme absolue qui a une sorte de suprématie. Parfois même la science, elle a besoin d'être fondée par la philosophie. Donc on continue à rester dans un paradigme qui tout à fait, qui n'est pas, qui n'est pas favorable à tout changement sur le fond du discours philosophique. Et je pense que parfois le problème vient des philosophes, qui ont du mal un peu à accepter, par exemple, comme ils avaient du mal à accepter la philosophie analytique, ou qu'ils ont du mal à accepter un peu les critiques de Quine, etc., pour la philosophie analytique, dans un cadre beaucoup plus restreint. On croit, c'est-à-dire l'ennemi là vient de l'intérieur de la philosophie, c'est-à-dire on fait du mal à la philosophie lorsqu'on reste un petit peu accroché à des modes de pensée tout à fait archaïques ou Oui, absolutistes oui, ou oui, qui c'est pour définissent une ça que rationalité tout à fait caduque et tout j'ai à fait parlé d'un temps passé. de philosophie apérenniste. J'étais à la fois fasciné par, ce cours, qui est un très bon cours, et puis on retrouve toutes les qualités de Foucault, mais en même temps, et donc mon collègue et ami, Pascal Angèle, qui est un philosophe analytique, Oui, a mon fait directeur de thèse. ah super! Ah oui, à Donc Paris Pascal, 4. qui me remercie toujours parce que quand quand je suis sorti du lycée comme prof, j'ai été, répétiteur à l'École normale supérieure,
Et donc, j'étais précaire, hein, c'était un poste d'assistant, non, voilà. Et donc on m'avait demandé, en plus de mes cours, d'agrég, de faire, la direction des presses de l'École normale supérieure. Et donc un des premiers livres que j'ai accepté, c'était, le livre de Pascal Angèle sur, Kripke, comment ça s'appelait? La théorie La du non. référence, l'identité, la référence, quelque chose comme ça. L'identité en France, voilà. Et donc j'ai beaucoup bataillé parce que on disait: «Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est pas de la philo», bon. Oui, c'est vrai. Et donc, j'ai revu Pascal, dans un colloque et il m'a dit: «Ah, c'est quand même le seul qui il aurait pas pu publier ce livre à l'époque». Oui, C'est très étonnant. c'était Et donc c'est vrai que les philosophes les sociologues, autant pour moi, ont souvent fait une sorte d'alliance avec, ben, l'alliance Bourdieu-Bouvresse, vous voyez? ouais, C'est un exemple, c'est-à-dire que les philosophes, de la philosophie apérenniste française, ils veulent pas qu'on existe, alors que, les analytiques quand même, ils ont et puis en plus ils apportent des choses auxquelles on ne pensait pas. Il faudrait mieux faire un bout de route avec eux. Mais ça reste compliqué, vous voyez? ouais. Heu, Alors, là, je vois, il y a un professeur de Kénitra au Maroc, il y a un professeur de philosophie du langage, monsieur Hassan El-Bahi, donc je lui dis bienvenue. Voilà, donc je ne veux pas trop monopoliser la parole, mais juste une dernière question, Jean-Louis, si vous permettez. Peut-être, il y a, comme l'a dit Bourdieu, il y a 2 sociologues. Il y a un sociologue, militant et un sociologue qui fait son travail, selon un peu le modèle scientifique et cetera, d'objectivité, de travail sur les faits et cetera. Donc, dans quelle catégorie, par exemple, de sociologues, on peut vous classer, vous? Ça, c'est une petite question, hein. Est-ce que vous vraiment, la sociologie, c'est un, outre tout le travail théorique ou de, je sais pas, de travail d'exploration, d'investigation, de travail sur le fait empirique, les faits empiriques, il y a ce côté chez qu'on ne trouve pas peut-être ailleurs, c'est chez dans la sociologie, c'est de travail, ce côté militant, côté engagé, côté le fait il y a des sujets sur lesquels on est prêt un peu à laisser de côté l'objectivité, l'esprit scientifique pour vraiment défendre ces causes, comme par exemple, je sais pas, des choses qui relèvent de l'éthique, de l'humanité, de l'humanisme, euh, quand il s'agit par exemple d'immigration, de droits des minorités. Et tout de suite, on a une position positive envers des gens qui sont socialement fragiles ou qui sont socialement marginalisés. Et, euh, et ce côté-là qui reste chez le sociologue, mais qui n'a rien à voir avec un peu la sociologie. Et une autre petite question, est-ce que peut-être la sociologie est beaucoup plus utile dans les éclairages qu'elle fait sur les sciences et sa place, surtout les technologies et leur place dans la société, que sur la philosophie? Parce que la philosophie, c'est toujours bon, c'est une pensée toujours ouverte, qui n'a pas des implications pratiques très très graves, même si bon, on peut, la philosophie peut s'impliquer dans des idéologies qui peuvent devenir dangereuses comme le fascisme, etc. Mais la science, elle a toujours peut être dans les mains de formes de pouvoir qui peuvent vraiment profiter de son aspect un peu de science objective, etc., accès à la vérité, etc., pour justement mettre en train des technologies qui peuvent être, ou des choses qui peuvent vraiment être nuisibles dans la société. Je dis peut-être le travail qui est beaucoup plus intéressant de la sociologie, c'est justement de faire des enquêtes sur les savants, de faire des enquêtes sur le travail scientifique, plus que sur les philosophes, parce que peut-être la philosophie ne représente pas le même danger que peut faire, si elle n'est pas éclairée sociologiquement, la science, dans la société dans laquelle nous vivons. Voilà, et je vais terminer parce que je vais ouais. regarder ensuite la salle s'il y a d'autres questions. Voilà. Alors je réponds quand même très rapidement. Cette question pourrait nous conduire et je suis bavard donc je me méfie de moi-même, à des heures, des nuits entières de discussion. Je pense que
moi, enfin je dis je, mais nous situons, disons, dans le courant sociologique dont je suis l'héritier, dans la perspective inaugurée entre les deux guerres par l'école de Francfort, qui est celle d'une sociologie critique, c'est-à-dire une sociologie qui, effectivement, a un fondement rationnel et qui prétend, par des analyses objectivantes, et sinon objectives, des analyses objectivantes, décrire la société telle qu'elle est, au rebours évidemment de l'idéologie et surtout aujourd'hui de la communication sur la société dont nous sommes abreuvés. Donc, effectivement, la sociologie a une utilité dans l'analyse critique de ce après ce que vous m'avez dit, j'appellerais des technologies de pouvoir qui ont pour objectif d'organiser la domination et de la faire perdurer. Et donc là, d'une manière assez lâche, je dirais, comment dire, je me situe dans cette perspective critique, c'est-à-dire que nos résultats doivent servir à augmenter, c'est l'empowerment, les citoyennes et les citoyens par des discours clairs et fondés. Si vous parlez des inégalités, vous pouvez les montrer, hein. Là, on a tout un débat sur l'enseignement privé à Paris et en France, mais surtout à Paris, où on peut montrer des choses euh, euh, c'est l'accroissement des inégalités, c'est la monopolisation des filières prestigieuses par une toute petite minorité de la population. Toutes ces choses-là, disons, ben, nous les livrons. Alors, dire que nous sommes des militants, j'ai une hésitation. C'est-à-dire que nous devons apporter au débat public des savoirs solides. Après, ben, nous sommes sociologues dans une partie de nos actions. Après, bon, mais moi, j'ai été président je fais une tournée en Tunisie, même deux, de l'Orchestre des Jeunes de la Méditerranée, et j'ai mon fait de gloire, c'est d'avoir introduit la Palestine comme nation avec le Conservatoire Édouard Saïd de Ramallah comme un des partenaires, vous voyez. Mais je dirais pas, bon, et là, c'est parce que je pense, enfin, tout ça est lié à la vision critique que j'ai de l'eurocentrisme, etc. Et j'ai toujours développé, enfin, sous ma présidence, grands types de musique. Mais je veux dire, l'initiative, LD1, par exemple, de Saïd Barenboim, a pris notre exemple et surtout nous a pris beaucoup de musiciens. Mais je ne mettrai pas ça sur mon curriculum de sociologue. Je pense que c'est ma conscience de citoyen et je pense que la sociologie, évidemment, dans la perspective post-Adorno, Horkheimer, où là, la philo et la socio sont très liées, on doit effectivement être des témoins agissants qui nous permettent d'éviter la catastrophe. En Europe, en ce moment, c'est difficile parce que la catastrophe est à nos portes. Je veux dire, euh, et donc, mais un des problèmes, pour répondre, et j'arrête, hein, pour répondre à votre question, c'est que précisément, peut-être qu'on ne sait pas s'adresser à la population et que on évite, parce que bon, alors je suis pas si pessimiste que ça. Je ne pense pas que la majorité des Français soient fascistes et racistes. Alors, on l'est tous un peu, hein, au moins racistes. Comment on en arrive là actuellement? C'est quand même, on vient de perdre Robert Badinter. Je veux dire, le personnel politique n'a plus la même qualité aujourd'hui, vous voyez.
Et on est dans le règne de la communication, au fond, et Adorno le décrivait avec les industries culturelles. On a là une tâche, mais il ne faut pas se transformer en avant-garde politique. Moi, je dirais ça, le sociologue, c'est un témoin actif qui peut permettre de documenter le réel et faire que les citoyennes et les citoyens puissent le transformer. Et dans les jours très sombres que nous vivons, évidemment, la tâche est très difficile. Alors, je vois qu'il y a pas d'autres questions. Ben, j'espère Voilà. que, en tout cas, ça ne vaut On va. pas réprobation. Oh non, 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 pas du tout. C'est juste un samedi, peut-être. Comme je vous ai dit, je reviens Écoutez, d'un moi, je voyage. suis Je très pas content trop. d'être venu. Ça Merci. suffit à mon bonheur. Moi Je aussi. considère que nous soyons philosophes, sociologues ou quoi que ce soit, Toi? l'humilité est un devoir. Et Oui, en bien tout cas, sûr. j'espère que c'est une amorce de discussion. Absolument, oui. J'ai déjà fait une présentation pour les journées théâtrales de Carthage en décembre. Je suis venu Ah, plusieurs d'accord. fois Je n'étais pas con. dans D'accord. le temps en Tunisie faire des exposés avec mes collègues marseillais. Bon, j'ai moins l'occasion, mais en tout cas, je suis toujours en lien avec plusieurs collègues, disons du monde arabe en général. J'ai eu un grand projet malheureusement qui n'a pas été financé avec quelqu'un qui était des gens de la SOAS à Londres et puis ça n'a pas marché. Donc je suis toujours preneur de discussion. Et je vous fais une promesse qui est peut-être une promesse de Gascon étant donné mon âge avancé, mais comme j'ai ce diplôme de Langso en arabe, je vais le réactiver maintenant que je C'est n'ai plus super. d'obligation d'enseignement formel. Et j'espère. Vous avez des conférences en arabe? Oui, on a organisé une conférence jusqu'à maintenant dans le cadre des rencontres, hein. Mais bien sûr, on va organiser d'autres. Non, parce que j'ai pas tout perdu, pour tout vous dire. Ben, J'avais c'est des bien. notions de dialectal et algérien, hein. Et vous parlez l'arabe avec un accent algérien. Écoutez, je l'ai appris un peu à Damas. Bon, alors, Oui, à mais Damas, c'est libanais, donc c'est différent. Ils ont un accent qui, qui est beau, en général, les c'est Libanais. très Les beau, c'est Syriens, très très beau, oui. mélodieux. Mais enfin Qui est bon, proche du Tunisien, on est en concurrence avec eux. voilà, voilà. Oui, oui. Écoutez, je ferai de mon mieux. Merci beaucoup, Jean-Louis. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne Allez, soirée et une merci, bonne semaine. merci. Je À vous de suis même. honoré en tout cas. Merci. Merci à vous de même, à tous les participants, je dis merci. Voilà, Et merci ce aussi, je les sera, remercie de tout comme on cœur. dit, on va pas compter cette conférence. C'est-à-dire, on va pas compter cette conférence, c'est-à-dire, c'est le début de beaucoup d'autres rencontres Voilà, en tout avec cas, elle sera Jean-Louis. sur YouTube. Elle sera sur YouTube, YouTube, oui, absolument. Et donc je je pourrai vous enverrai le lien. adresser mes étudiants. Voilà. Absolument, je vous enverrai tout de suite le lien à 1 heure ou 1 heure et demie. Et puis, Merci bah, il y aura. infiniment, Merci. Hamdi. Merci. Et Au à revoir à tout bientôt, le monde. j'espère. À Au revoir à bientôt, tous. à très bientôt. Au revoir.